Alors maintenant, nous allons aborder le troisième dossier de ce module 2 que j'avais intitulé Hypertension artérielle et prééclampsie, en parenthèse, donc pendant la grossesse. Donc l'énoncé, vous l'avez lu, c'est une patiente de 29 ans, primigeste, primipare, qui arrive à 30 semaines et elle se plaint aux urgences d'avoir des céphalées, donc des maux de tête. Donc la première question, définition, question de cours, où je vous demandais quelle est la définition d'une hypertension artérielle gravidique. Alors l'hypertension artérielle gravidique, c'est une hypertension qui apparaît à partir de 20 semaines d'aménorrhée, ça veut dire qu'elle n'était pas préexistante à la grossesse, et qui se définit donc par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou pression artérielle dystolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Bien sûr, la tension, pression artérielle ayant été prise avec un brassard adapté chez une patiente au repos, allongée depuis 10 minutes avec le brassard au niveau du cœur. Voilà, donc tout ça bien sûr doit être respecté. Je vous demandais après quelle était la définition d'une prééclampsie. Eh bien la prééclampsie, c'est une hypertension artérielle gravidique, dont je vous ai fait la définition tout à l'heure, associée à une protéinurie des 24 heures supérieure à 0,3 g. Donc voilà, l'association d'une hypertension artérielle, d'une protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures, au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, c'est la prééclampsie. Alors, la question 2, je vous disais que voilà, la patiente se plaint de céphalée, que la tension artérielle donc, était supérieure à 14,9 puisqu'elle était à 15,10 dans l'énoncé et qu'à la bandelette urinaire, au direct, vous aviez une protéinurie assez significative. Donc, quel était votre diagnostic devant ceci? Donc, bien sûr, il fallait penser à la prééclampsie. Alors, vous me direz, oui, mais on n'a pas encore la protéinurie des 24 heures, c'est parfois ce que j'entends dire. Vous n'avez pas besoin d'attendre la protéinurie des 24 heures pour évoquer fortement le diagnostic. Donc là, c'est une prééclampsie jusqu'à preuve du contraire. Et donc, j'allais vous demander quels autres signes fonctionnels de gravité vous allez rechercher cette patiente et comment vous allez les demander concrètement. Alors, associé à la céphalée, il faut rechercher des phosphènes, des acouphènes et puis des myodésopsies. Alors les acouphènes, vous demandez à la patiente, madame, est-ce que vous avez des bourdonnements dans les oreilles? Elle ne vous le dira pas spontanément si jamais vous ne lui demandez pas, donc très important. Et puis en ce qui concerne les myodésopsies, plutôt que les phosphènes, les myodésopsies, vous lui demandez, madame, est-ce que vous avez comme l'impression d'avoir des points noirs ou des mouches qui volent devant les yeux? Et vous serez surpris en leur demandant spécifiquement la question, vous les verrez, elles vous diront, ah bah oui, j'ai plein de petits points noirs, un petit peu qui tombent. Voilà, donc là vous faites attention, attention au danger. Question 3. Donc la question 3, je vous demandais qu'est-ce que signifie l'acronyme HELP, H-E-2-L-P, et je vous demandais qu'est-ce que vous alliez prescrire comme bilan biologique pour faire ce diagnostic de HELP. Donc le HELP syndrome, en fait c'est un acronyme anglais. Donc, je vous ai marqué sur le tableau, je vous ai mis ce que ça signifiait. Le H de HELP c'est hémolysis, donc en anglais qui veut dire hémolyse, donc ça veut dire anémie hémolytique. Le EL, c'est Elevated Liver Enzyme, en fait, donc c'est la cytolyse hépatique. Et l'LP, c'est Low Platelets, qui veut dire la thrombopénie. Donc c'est l'association de ces trois critères biologiques qui forment le HELP syndrome. Alors comment est-ce que vous allez le mettre en évidence du point de vue biologique? Qu'est-ce que vous allez demander comme examen complémentaire? Eh bien d'abord vous allez demander une numération formule sanguine à la recherche donc d'une anémie et d'une thrombopénie. Vous allez demander aussi à ce que le biologiste recherche des schizocytes, ça veut dire des cellules fracturées qui témoignent de l'anémie hémolytique. Vous allez doser le LDH qui va être augmenté, qui lui aussi va témoigner de l'hémolyse. Et vous allez demander le dosage de l'aptoglobine qui en fait va être effondré et témoignera lui aussi de l'hémolyse, de l'anémie hémolytique. Vous allez demander un bilan hépatique avec les azates et alates qui seront donc augmentés, donc ça témoigne de la cytolyse hépatique, et puis les plaquettes qui seront baissées, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va témoigner de la thrombopénie. Donc question 4, je vous demandais quels étaient les critères de prééclampsie sévère. Donc ça c'est vraiment une question, bon, certes de cours, mais fondamentale à savoir. Et toutes les définitions que je vais vous donner ont été bien sûr bien validées par l'HAS et le CNGOV qui sont les comités de gynécologues obstétriciens en France. Alors, pour parler de prééclampsie sévère, il faut parler de prééclampsie et des critères de sévérité que je vais vous donner, sachant qu'il suffit d'un seul de ces critères
pour parler de prééclampsie sévère. Donc, je vous les ai listés sur le tableau que vous voyez ici. Alors, la prééclampsie sévère, c'est quand on a une pression artérielle systolique qui est supérieure ou égale à 160 mm de mercure et ou, l'un ou l'autre, une pression artérielle diastolique qui est supérieure ou égale à 110 mm de mercure. À partir du moment où la patiente commence à avoir des signes fonctionnels très importants de mauvaise tolérance de cette hypertension, on parle aussi de prééclampsie sévère, puisqu'il suffit dès qu'on a un OAP, un œdème aigu du poumon ou une barakie épigastrique, bien sûr, ça fait partie de la prééclampsie sévère. Dans les symptomatologies de la patiente, vous avez aussi la crise d'éclampsie qui suit la prééclampsie. Donc l'éclampsie sont les convulsions liées à la prééclampsie. L'HRP, c'est l'hématome rétroplacentaire, donc bien sûr aussi c'est une des définitions de la prééclampsie sévère. Et puis aussi l'oligurie, alors n'oubliez pas ça, souvent on n'y pense pas. L'oligurie, c'est moins de 500 cc d'urine sur 24 heures. L'insuffisance rénale, c'est quand vous avez une créatininémie qui est supérieure à 135 micromoles par litre. Et aussi quand vous avez une protéinurie supérieure à 5 grammes par 24 heures. Là aussi, on parle, si jamais vous avez ça, de prééclampsie sévère. Le HELP syndrome, lui aussi, point de vue biologique, donc, est un marqueur de prééclampsie sévère, mais vous pouvez avoir une thrombopénie isolée, d'accord, donc sans hémolyse, sans cytolyse hépatique. Donc une thrombopénie isolée avec des plaquettes qui sont à moins de 100 000 ou une cytolyse qui est elle aussi isolée avec des azates et alates qui sont supérieurs à 3 fois le normal, font que vous allez aussi parler de prééclampsie sévère. Et bien sûr, quand il y a un retentissement fœtal, à savoir retard de croissance sévère ou des anomalies du rythme, bref, une mauvaise tolérance du fœtus de sa situation, vous allez aussi parler de prééclampsie sévère. Donc tout ça, vraiment, je vous encourage à noter tout ce que je vous ai dit et à le savoir par cœur. Bon, de toute façon, vous le verrez quand vous passerez en stage. La question 5, je vous demandais quel allait être le but d'un traitement antihypertenseur dans ce contexte-là. Alors, le but du traitement antihypertenseur, c'est de faire diminuer la pression artérielle pour avoir une pression artérielle moyenne, parce que c'est elle qui compte, aux alentours de 110-120 mm de mercure. Alors, ce qui est très important, c'est que ça va permettre d'éviter les à-coups hypertensifs, puisqu'on sait que ces à-coups hypertensifs chez la mère sont directement corrélés aux hématomes rétroplacentaires qui peuvent être dramatiques pour l'issue de la grossesse, puisqu'on peut avoir des morts fœtales in utero devant un HRP, l'hématome rétroplacentaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas trop diminuer la pression artérielle maternelle, puisque en fait, cette hypertension artérielle, c'est un mécanisme réactionnel du corps de la femme pour permettre d'améliorer la perfusion utérine pour bien, en fait, entre guillemets, nourrir le fœtus, pour aller contre justement cette résistance qu'il y a au niveau des artères utérines liée à un défaut d'envahissement du trophoblaste au début de la grossesse. Et que si jamais vous faites diminuer de façon trop brutale et puis trop basse aussi cette hypertension, cette pression artérielle, eh bien il va y avoir une hypoperfusion du placenta et donc aussi une souffrance fœtale. Donc voilà, donc attention, quand vous avez une patiente qui a une prééclampsie, si jamais les tensions ne sont pas trop élevées, ça ne sert à rien de traiter, si jamais elle ne se plaint de rien. Et si jamais vous traitez, ne baissez pas la tension, pression artérielle maternelle trop basse, sinon vous allez faire des dégâts et vous allez créer donc une souffrance fœtale. Donc attention. La question suivante, c'était concrètement, qu'est-ce que vous allez utiliser comme antihypertenseur? Classiquement, on utilise en première intention le nicardipine, qui est un inhibiteur calcique, donc le Loxène que vous connaissez. Et puis en deuxième intention, vous utilisez l'abétolol, le Trandate, qui est un bêta-bloquant. Voilà, donc maintenant nous abordons la dernière question du dossier, c'est la question 7. Où je vous demandais qu'est-ce que la cure de corticoïdes, à quoi sert-elle. Donc en fait, la cure de corticoïdes consiste à injecter 12 mg de bêta-méthasone, entre guillemets c'est le célestène, à la mère, une injection, et puis de refaire une deuxième injection de 12 mg de bêta-méthasone, célestène aussi, 24 heures plus tard. Alors, à quoi ça sert? Là, on est dans un contexte de prééclampsie qui apparaît à 28 semaines, donc très probablement, il va y avoir une dégradation maternelle ou un problème fœtal rapidement et donc cela va aboutir à une prématurité induite. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire naître l'enfant prématurément et probablement avant 34 semaines. Vous savez que si jamais un enfant naît trop prématurément, avant 34 semaines,
il y a un risque de maladie des membranes hyalines avec une détresse respiratoire. Une des manières justement de lutter contre ça, de le prévenir, c'est de faire donc la maturation pulmonaire par célestine. Donc les corticoïdes, le bêta-méthasone va agir au niveau des pneumocytes de type 2 et activer la sécrétion de surfactants et donc diminuer ce risque de maladie des membranes hyalines. Donc vraiment, n'oubliez pas quand vous avez un risque de prématurité, que ce soit entre 24 et 34 semaines, au-delà de 34 semaines, c'est plus la peine. Par exemple, pour une menace d'accouchement prématuré, pour une prééclampsie, n'oubliez pas de le faire, c'est très important. Déjà que le pronostic de ces enfants n'est pas très favorable, même avec le bêta-méthasone. Si jamais ils ne l'ont pas eu, vraiment, c'est catastrophique pour eux.